L'île des bois de Robert Louis Stevenson. Keola avait épousé Lewa, fille de Kalamake, le sage de Molokai, et il habitait la demeure du père de sa femme. Il n'y avait pas d'homme plus rusé que ce prophète. Il lisait dans les étoiles, il prédisait d'après le corps des morts, et en ayant recours à des esprits mauvais, il osait aller seul dans les parties les plus élevées de la montagne, qui sont le domaine des Forfadais, et là il tendait des pièges pour attraper les âmes des anciens. Pour cette raison, il n'y avait pas d'homme plus consulté dans tout le royaume de Hawaï. Les gens prudents achetaient, vendaient, se mariaient, et risquaient leur vie d'après ses conseils. Le roi même le fit venir 2 fois à Kona pour retrouver le trésor de Kamehameha. Il n'y avait pas non plus d'homme plus redouté. Parmi ses ennemis, les uns avaient dépéri par la vertu de ses enchantements, d'autres avaient complètement disparu, corps et âme, si bien qu'on avait en vain cherché leurs squelettes. La rumeur disait qu'il possédait la science ou le don des anciens héros. On l'avait vu, la nuit, sur le haut des montagnes, enjambant les rochers. On l'avait vu aussi parcourir la haute forêt, sa tête et ses épaules dépassant la cime des arbres. Ce Kalamake était un homme étrange à voir. Il descendait en ligne directe et sans mélange de la plus ancienne famille de Molokai et de Maui. Et cependant il avait le teint plus blanc que n'importe quel étranger. Ses cheveux étaient couleur d'herbe sèche, ses yeux rouges, et il y voyait si peu que, aveugle comme Kalamake, qui sait voir au-delà du lendemain, était un dicton dans les îles. Des faits et gestes de son beau-père, Keola était instruit en partie par les Ondis, en partie parce qu'il en soupçonnait, mais il ignorait le reste. Une chose pourtant l'intriguait. Kalamake était un homme qui ne regardait à rien, ni sur le manger, ni sur le vêtement. Tout cela, il le payait avec de brillants dollars neufs. Brillant comme les dollars de Kalamake était un autre dicton des 8 îles. Pourtant, il ne vendait ni ne plantait rien, il ne recevait aucun revenu, sauf parfois quelque offrande pour ses sortilèges. Et l'on ne pouvait s'imaginer d'où venait tant d'argent monnayé. Un jour, la femme de Keola était allée en visite à Konakakai, du côté ouest de l'île, et les hommes étaient allés pêcher en mer. Mais Keola, paresseux comme une couleuvre, était resté étendu sous la véranda, regardant le ressac battre la côte et les oiseaux voler sur la falaise. Les dollars brillants étaient pour lui un sujet inépuisable de réflexion. Le soir, en se couchant, il se demandait pourquoi il y en avait tant, et le matin, en se réveillant, il se demandait pourquoi ils étaient tous neufs. Cette pensée était toujours présente à son esprit. Mais ce jour-là en particulier, il était intimement persuadé qu'il allait enfin découvrir quelque chose. Car il avait observé en quel endroit Kalamake serrait son trésor. C'était un pupitre à serrure solide, placé contre le mur du parloir, et au-dessus duquel était accroché le portrait de Kamehameha V et une photographie de la reine Victoria couronnée. Pas plus tard que la nuit précédente, il avait réussi à regarder dedans et voilà que le sac aux dollars était vide. C'était le jour du passage du steamer. Déjà il en apercevait la fumée vers Kaulapapa. Bientôt il serait là avec les provisions d'1 mois, saumon conservé et mainte autre rareté et primeur pour Kalamake. S'il peut payer ses provisions aujourd'hui, pensait Keola, je serais certain que cet homme est un sorcier et que les dollars sortent de la poche du diable. Pendant qu'il pensait ainsi, son beau-père était derrière lui, l'air vexé. « Est-ce le vapeur » demanda-t-il. « Oui, dit Keola. Il n'a plus à faire escale qu'à Pelekunu et il sera ici. »« Alors il n'y a pas moyen de faire autrement, » répliqua Kalamake. « Et il faut que je vous mette dans ma confidence, Keola, faute de mieux. Venez ici dans la maison. » Ils entrèrent ensemble dans le salon, qui était une très belle pièce, aux murs recouverts de papier peint et de tableaux, meublé d'un rocking-chair, d'une table et d'un sofa dans le goût européen. De plus, il y avait une étagère garnie de livres, la Bible de famille au milieu de la table, et le secrétaire contre le mur, de sorte qu'on reconnaissait la demeure d'un homme de conséquence. Kalamake fit fermer par Keola les volets et les fenêtres, pendant que lui-même fermait toutes les portes et ouvrait le pupitre. Il en tira une paire de colliers, composés d'amulettes et de coquilles,
un paquet d'herbes sèches, des feuilles d'arbres également séchées et une branche verte de palmier. « Ce que je vais faire, dit-il, est un prodige qui passe l'étonnement. Les hommes d'autrefois étaient sages, ils accomplissaient des merveilles, et celles-ci avec les autres, mais c'était la nuit, dans l'obscurité, sous les étoiles propices et dans le désert. Je ferai la même chose ici, dans ma propre maison, en plein jour. » Tout en parlant, il mit la Bible sous le coussin du sofa de façon à ce qu'elle fût complètement cachée, et prit au même endroit un tapis d'un tissu merveilleusement fin, disposa les feuilles et les herbes sur du sable, dans une casserole d'étain. Puis, lui et Keola mirent les colliers et prirent place aux deux coins opposés de la natte. « Le moment arrive, dit le sorcier. Ne soyez pas effrayés. » Disant cela, il mit le feu aux herbes et commença à marmotter en agitant la branche de palmier. D'abord, la clarté fut très faible à cause des volets fermés, mais les herbes s'allumèrent et les flammes vinrent lécher Keola, et la pièce fut toute resplendissante de lueur. Ensuite la fumée s'éleva, qui lui tourna la tête et aveugla ses yeux, et le bruit des marmottages de Kalamake lui bourdonnait dans les oreilles. Soudain, la natte sur laquelle ils étaient debout parut être tiraillée et soulevée avec la rapidité de l'éclair. En un clin d'œil, la pièce avait disparu ainsi que la maison, et Keola était hors d'haleine. Des scintillements de lumière tourbillonnaient devant ses yeux et dans sa tête, et il se trouva transporté sur une plage au bord de la mer, sous un soleil ardent, auprès des vagues mugissantes. Le sorcier, lui, était là, sur la même natte, sans voix, haletant, s'étreignant et se frottant les yeux. « Qu'est-ce ceci ?» cria Keola, qui revint à lui le premier parce qu'il était le plus jeune. C'était l'angoisse de la mort. « Peu importe, dit Kalamake, haletant, c'est fini à présent. »« Mais au nom du ciel, où sommes-nous » dit Keola. « Ce n'est pas là la question, » répliqua le sorcier. « Nous sommes ici, nous avons de la besogne et c'est de cela qu'il faut nous occuper. Allez, pendant que je reprends haleine, sur la bordure du bois, rapportez-moi telle et telle herbe et les feuilles de tel et tel arbre que vous trouverez poussant là avec abondance. 3 poignées de chaque. Et faites vite. Il faut que nous soyons de retour à la maison avant l'arrivée du vapeur, car il semblerait étrange que nous eussions disparu. » Et il s'assit sur le sable, essoufflé. Keola monta la pente du rivage qui était de corail et de sable brillant, parsemé de coquilles bizarres, et il pensait au fond de lui-même: comment se fait-il que je ne connaisse pas cette plage? J'y reviendrai pour récolter des coquillages. Devant lui se dressait contre le ciel une ligne de palmiers, ne ressemblant en rien à ceux des 8 îles, mais grands, frais et beaux, étendant leurs éventails desséchés comme de l'or dans la verdure, et il se disait tout bas: « C'est étrange que je n'ai pas trouvé ce bosquet. J'y reviendrai quand il fera chaud pour dormir. » Et il pensa aussi: « Comme il fait chaud tout d'un coup. » Car on était en hiver à Hawaï, et la journée avait été fraîche. Il se demanda: « Où sont les montagnes grises? Où est la haute falaise avec la forêt et les oiseaux tournoyants ?» Et plus il examinait, moins il concevait dans quelle partie de l'île il était tombé. À l'orée du bosquet où finissait le rivage, les herbes poussaient, mais l'arbre était un peu plus éloigné. Comme Keola allait vers cet arbre, il aperçut une jeune femme qui n'avait sur le corps qu'une ceinture de feuillage. « Bon, » pensa Keola, « ils ne sont pas très exigeants pour leurs habits dans cette partie du pays. » Et il s'arrêta, supposant qu'elle le verrait, et s'en irait, mais comme elle continuait à regarder devant elle, il se tint tranquille et chantonna tout haut. Elle sursauta au bruit, regardant de tous côtés, la figure livide, et sa bouche ouverte montrait la terreur de son âme. Mais chose étrange, elle ne semblait pas voir Keola. « Bonjour, dit-il. Vous n'avez pas besoin d'être si effrayé, je ne vous mangerai pas. » Il avait à peine ouvert la bouche que la jeune femme s'enfuit dans le fourré. « Ce sont d'étranges manières, » pensa Keola, et sans réfléchir à ce qu'il faisait, il se lança à sa poursuite. En courant, la jeune fille poussait des cris et des appels dans une langue qui n'était pas en usage à Hawaï. Quoique quelques-uns des mots fussent semblables, elle reconnut qu'elle appelait et prévenait de probables compagnons. Bientôt il vit des gens qui couraient.
Hommes, femmes, enfants, tous ensemble, s'agitant et criant comme des gens dans un incendie. Il commença lui-même à avoir peur et retourna vers Kalamake apportant les feuilles. Il lui conta ce qu'il avait vu. « Vous ne devez pas y faire attention, dit Kalamake. Tout ceci est comme un rêve et comme des ombres. Tout disparaîtra et sera oublié. » « Il semble que personne ne m'ait vu, dit Keola. « En effet, nul ne vous vit, répliqua le sorcier. Nous marchons ici en plein soleil, invisibles à cause de ces charmes. Cependant, ils nous entendent, et c'est pourquoi il vaut mieux parler bas, comme je le fais. » Ce disant, il fit un cercle autour de la natte avec des pierres, et dans le milieu, il mit les feuilles. « Vous, dit-il à Keola, vous aurez soin que les feuilles restent allumées, et vous nourrirez doucement le feu. Pendant qu'elles flamberont, ce qui ne dure qu'un instant, je ferai ce pourquoi je suis venu, et avant que ces cendres noircissent, le même pouvoir qui nous a amenés nous remportera. Tenez-vous prêts maintenant avec l'allumette, et appelez-moi à temps, sinon les flammes s'éteindraient et je resterai ici. » Aussitôt que les feuilles prirent feu, le sorcier sauta légèrement hors du cercle, commença à courir sur le rivage comme un chien qui a pris un bain. Tout en courant, il se baissait pour ramasser des coquillages, et il sembla à Keola qu'il brillait quand il les prenait. Les feuilles brûlaient avec une flamme claire qui les consumait vivement. Bientôt, Keola n'en eut plus qu'une poignée, et le sorcier était loin, courant et se baissant. « Revenez !» cria Keola. « Revenez, les feuilles sont presque finies !» À ces mots, Kalamake retourna, et s'il courait auparavant, maintenant il volait. Mais si vite qu'il courut, les feuilles brûlaient plus vite encore. La flamme était prête à expirer quand, avec un grand saut, il bondit sur la natte. Le vent qu'il fit en sautant les éteignit. En même temps, le rivage avait disparu, ainsi que le soleil et la mer, et ils étaient de nouveau dans l'obscurité du salon fermé, et de nouveau hors d'haleine et aveuglés. Sur la natte, entre eux, il y avait une pile de brillants dollars. Keola courut ouvrir les volets. Le vapeur, ballotté par la houle, entrait au port. Le même soir, Kalamake prit son gendre à part et lui mit dans la main 5 dollars. « Keola, si vous êtes un homme prudent, ce dont je doute, vous penserez que vous avez dormi cet après-midi sous la véranda et que vous avez rêvé en dormant. Je suis un homme de peu de paroles et je veux pour aide des gens à la mémoire courte. » Jamais Kalamake ne dit un mot de plus, ni ne fit allusion à cette affaire. Mais Keola en avait l'esprit constamment occupé. S'il était paresseux avant, à présent, il ne voulait rien faire. « Pourquoi travaillerais-je » pensait-il, « quand j'ai un beau-père qui fait des dollars avec des coquilles de mer ?» Bientôt sa part fut dépensée. Il l'employa entièrement en achat de beaux habits. Alors il eut des regrets. « Car, pensait-il, j'aurais mieux fait d'acheter un accordéon avec lequel j'aurais pu me distraire tout le long du jour. » Et il commença à en vouloir à Kalamake. « Cet homme a une âme de chien, » pensait-il. « Il peut ramasser des dollars sur la plage quand cela lui plaît, et il me laisse soupirer après un accordéon. Qu'il prenne garde, je ne suis pas un enfant, je suis aussi rusé que lui et détiens son secret. » Il causa de cela à sa femme Lewa, se plaignant de la manière d'agir de son beau-père. « Il vaut mieux laisser mon père tranquille, dit Lewa. C'est un homme dangereux quand on le contrarie. »« Je me soucie de lui comme de cela !» s'écria Keola en faisant claquer ses doigts. « Je le tiens par le nez. Je peux lui faire ce qui me plaît. » Il raconta l'histoire de l'île à Lewa, mais elle secoua la tête. « Faites ce qui vous plaira, dit-elle. Mais aussi sûr que vous contrecarrerez mon père, on n'entendra plus parler de vous. Pensez à un tel et à cet autre. Pensez à Oua, qui était un noble de la Chambre des représentants, et qui allait à Honolulu tous les ans. On ne retrouva de lui ni un os ni un cheveu. Rappelez-vous Kamao, et de quelle façon il dépérit, tellement que sa femme pouvait le soulever d'une seule main. Keola, vous êtes un bébé entre les mains de mon père. Il vous prendra entre le pouce et l'index et vous avalera comme une crevette. » Keola avait vraiment peur de Kalamake, mais en même temps, il était vaniteux, et les paroles de sa femme le mirent hors de lui. « Très bien, » dit-il, « si c'est là ce que vous pensez de moi, je veux vous faire voir combien vous êtes dans l'erreur. » Et il alla immédiatement trouver son beau-père assis dans le salon.
Kalamake, j'ai envie d'un accordéon. »« Ah ah, vraiment ?» fit Kalamake. « Oui, et je peux aussi bien vous dire franchement que j'ai l'intention d'en avoir un. Un homme qui ramasse des dollars sur la plage peut certainement se permettre d'avoir un accordéon. »« Je n'avais pas idée que vous puissiez être si énergique, » répliqua le sorcier. « Je pensais que vous étiez un garçon timide et incapable. Je ne peux vous dire combien je suis satisfait de voir que je m'étais trompé. À présent, je commence à croire que j'ai sans doute trouvé un aide et un successeur pour mes difficiles opérations. Un accordéon ? Vous aurez le meilleur dans Honolulu. Et ce soir, aussitôt qu'il fera nuit, vous et moi irons chercher l'argent. »« Retournerons-nous sur la plage ?» demanda Keola. « Non, non, » répliqua Kalamake. « Je veux commencer à vous révéler plus de mes secrets. La dernière fois, je vous ai appris à ramasser des coquilles. Cette fois, je vous apprendrai à attraper des poissons. Êtes-vous assez fort pour mettre à l'eau la barque de Pili ? » ?»« Je pense que oui, » répliqua Keola. « Mais pourquoi ne prendrions-nous pas la vôtre, qui est à flot déjà ? » ?»« J'ai une raison que vous comprendrez tout à fait avant demain, » dit Kalamake. « Le bateau de Pili remplit mieux mon but. Aussi, s'il vous plaît, trouvons-nous là aussitôt qu'il fera sombre, et jusque-là n'en parlons à personne, car il n'y a aucune raison de mêler toute la famille à nos affaires. » Le miel n'est pas plus doux que la voix de Kalamake, et Keola pouvait à peine dissimuler sa satisfaction. « J'aurais pu avoir mon accordéon il y a longtemps, » pensait-il. « On n'a besoin dans le monde que d'un peu de courage. » Peu après, il aperçut Lewa qui pleurait. Il eut à moitié envie de lui annoncer que tout allait bien. « Mais non, » se dit-il, « j'attendrai jusqu'à ce que je puisse lui montrer mon accordéon. Nous verrons ce que la bambine fera alors. Peut-être comprendra-t-elle à l'avenir que son mari est un homme de quelque intelligence. » Aussitôt qu'il fit nuit, gendre et beau-père lancèrent la barque de Pili et mirent à la voile. La mer était forte, et ils avaient vent arrière, mais le bateau était rapide, léger, sec, et il effleurait les vagues. Le sorcier avait une lanterne, qu'il alluma et éteint en passant son doigt dans l'anneau. Tous deux étaient assis à la poupe et fumaient des cigares, dont Kalamake avait toujours une provision, s'entretenant, comme deux amis, de magie et des grosses sommes d'argent qu'ils obtiendraient par son entremise et de ce qu'ils achèteraient immédiatement, puis par la suite, et Kalamake parlait comme un père. Bientôt il regarda autour de lui, au-dessus de sa tête, vers les étoiles et en arrière vers l'île qui déjà s'était aux trois quarts enfoncée dans la mer, et il semblait considérer mûrement sa position. « Regardez, » dit-il, « voilà Molokai déjà loin derrière nous et manique comme un nuage, et par la position de ces étoiles, je sais que je suis où je désirais être. Cette partie de la mer est appelée la mer des morts. En cet endroit, elle est extraordinairement profonde. Le fond est tout couvert d'os humains, et dans les cavernes, les dieux et les démons ont leur demeure. La mer, vers le nord, coule plus fort qu'un requin ne nage, et un homme jeté ici par-dessus bord serait emporté comme par un cheval sauvage à l'extrémité de l'océan. Il s'épuise et s'enfonce, et ses os sont dispersés avec les autres, et les dieux dévorent son âme. » Keola fut rempli de crainte à ces mots. Il leva les yeux, et à la lumière des étoiles et de la lanterne, le sorcier semblait se transformer. « Qu'avez-vous » cria Keola, vivement et d'une voix aiguë. « Ce n'est pas moi qui ai quelque chose, » dit le sorcier, « mais il y a ici quelqu'un de très malade. » Ce disant, il voulut porter autrement sa lanterne, et voilà qu'au moment où il ôtait son doigt de l'anneau, le doigt resta pris, et l'anneau éclata, et sa main devenait de la grosseur d'un arbre. À cette vue, Keola poussa des cris de frayeur et se couvrit la figure. Mais Kalamake leva la lanterne. « Regardez plutôt ma figure, » dit-il. Sa tête était devenue aussi énorme qu'une barrique, et il continuait à grandir comme un nuage sur une montagne, et Keola était assis devant lui, hurlant, et le bateau courait sur la grande mer. « À présent, » dit le magicien, « que pensez-vous de votre accordéon ? Êtes-vous sûr que vous ne préférez pas une flûte, non ? Cela vaut mieux, car je n'aime pas que ma famille soit capricieuse. Mais je commence à croire que je ferais bien de sortir de ce chétif bateau, car ma corpulence prend des dimensions inusitées, et si nous ne faisons pas la plus grande attention,
la barque sera bientôt submergée. » Sur ces mots, il enjamba le plat-bord. En même temps, sa taille s'accrut 30 et 40 fois encore, aussi promptement que la vue ou la pensée, de sorte qu'il était debout jusqu'aux aisselles dans la profonde mer, et sa tête et ses épaules s'élevaient comme une île haute, et les vagues battaient et se brisaient sur sa poitrine comme elles battent et se brisent sur une falaise. Le bateau continuait à courir vers le nord, mais il étendit la main, prit le plat-bord entre le pouce et l'index, l'écrasa sous ses doigts comme un biscuit, et il versa Keola dans la mer. Quant aux morceaux du bateau, le sorcier les broya dans le creux de sa main et les jeta à plusieurs lieues de distance dans la nuit. « Excusez-moi si je prends la lanterne, dit-il, mais j'ai un long gué devant moi, la terre est loin, le fond de la mer est inégal, et je sens les ossements sous mes doigts de pied. » Il se retourna et s'en alla à grandes enjambées. Lorsque Keola se trouvait dans l'entre-deux des lames, il ne pouvait apercevoir le sorcier, mais chaque fois qu'il remontait sur leur crête, il le voyait s'éloigner à grands pas et diminuer dans la distance. Il tenait la lanterne élevée au-dessus de sa tête, et les vagues se cassaient, blanches, autour de lui comme il avançait. Depuis le moment où, pour la première fois, les îles ont été pêchées hors de la mer, il n'y eut pas d'homme aussi terrifié que Keola. Il nageait, en vérité, mais comme nagent les petits chiens jetés à l'eau pour être noyés, par conséquent sans savoir. Il ne pouvait s'empêcher de penser à l'énormité du grossissement du sorcier, à cette face grande comme une montagne, à ses épaules larges comme une île, et aux vagues qui les battaient en vain. Il pensait aussi à l'accordéon, et il en eut quelque honte, aux ossements des morts, et la crainte le fit trembler. Tout d'un coup, contre le rideau des étoiles, il vit s'agiter quelque chose de noir, puis, plus bas, une lumière, une clarté au-dessus des vagues entr'ouvertes, et il entendit parler des hommes. Il appela, et une voix répondit. En un clin d'œil, la proue de navire le surplombait, se soulevant et plongeant avec les vagues. Il se cramponna des deux mains aux chaînes, mais l'instant d'après il s'enfonçait de nouveau sous les flots impétueux, et finalement les matelots le tirèrent à bord. Ils lui donnèrent du gin et des biscuits, ainsi que des vêtements secs, et lui demandèrent comment il était venu en cet endroit, et si la lumière qu'ils avaient vue était le phare de Laeokalao. Mais Keola savait que les hommes blancs sont comme les enfants et ne croient que leurs propres histoires. Aussi il ne leur dit sur son propre compte que ce qui lui plut, et quant à la lumière, qui était la lanterne de Kalamake, il assura qu'il n'en avait pas vu. Le bâtiment qu'il avait recueilli était une goélette qui faisait voile vers Honolulu pour aller de là négocier dans les îles Basses. Par une très bonne chance pour Keola, un homme de Beaupré était tombé à la mer dans une tempête. Il était inutile de tergiverser. Keola n'osait pas rester dans les 8 îles. Les mots vont si vite, et tous les hommes sont si avides de parler et de donner des nouvelles, que même s'il se cachait à l'extrême nord de Kauai et tout au sud de Kau, le sorcier en aurait vent en moins d'un mois, et reviendrait le faire périr. Aussi fit-il ce qui lui sembla le plus prudent, et accepta de remplacer l'homme qui s'était noyé. Le vaisseau, à tout prendre, était un refuge supportable. La nourriture y était extraordinairement riche et abondante. Des biscuits et du bœuf salé tous les jours, de la purée de pois et du pudding à la farine et au suif 2 fois par semaine, si bien que Keola engraissa. Le capitaine était un brave homme, et l'équipage pas plus mauvais que d'autres blancs. Son seul tourment était le second, l'homme le plus difficile à contenter que Keola ait jamais rencontré. Il le frappait, l'injuriait journellement, autant pour ce qu'il faisait que pour ce qu'il ne faisait pas. Les coups qu'il appliquait étaient sensibles, car c'était un homme solide et les mots qu'il employait étaient d'un goût douteux, et Keola était de bonne famille et habitué à plus d'égards. Le pire de tout, c'est que chaque fois que Keola trouvait l'occasion de dormir, le second survenait l'éveiller et le faire hâter avec un bout de corde. Keola sentit bien qu'il ne s'accoutumerait jamais à cela, et il se résolut en lui-même à s'enfuir. Ils étaient à environ 1 mois de distance de Honolulu quand ils aperçurent une terre. La nuit était belle et étoilée, la mer aussi calme que le ciel était beau, la mousson étale soufflait, et par le travers une île, frangée de palmiers, s'étalait à plat le long de la mer.
Le capitaine et le second l'examinèrent avec le télescope, en parlèrent en la nommant près de la roue où Keola gouvernait. Dans cette île, nul négoce n'était possible, paraît-il, car d'après le capitaine, elle était inhabitée. Mais le second pensait autrement. « Je ne donnerai pas un sou du renseignement, dit-il. J'ai passé ici une fois sur la goélette Eugénie par une nuit comme celle-ci. On pêchait avec des torches, et la plage était couverte de lumière comme une ville. Bon, dit le capitaine. C'est abrupt, c'est le grand point, et la carte ne signale aucun danger aux alentours, aussi nous la serrerons de près sous le vent. Barre à tribord, en plein, entendez-vous? Cria-t-il à Keola, si attentif à les écouter qu'il en oubliait le gouvernail. Le second ajouta à cela quelques injures, affirmant que le Kanak n'était bon à rien au monde et que s'il allait après lui avec une cheville d'amarrage, ce serait un jour néfaste pour Keola. Le capitaine et le second se couchèrent tous deux sur la dunette et Keola fut laissé à lui-même. « Cette île fera très bien mon affaire, dit-il. S'il n'y vient pas de marchand, le second n'y viendra jamais. Et quant à Kalamake, il est impossible qu'il puisse jamais venir aussi loin. » Il mena la goélette de plus près, et cela avec précaution, car c'est l'ennui avec ces blancs, et spécialement avec le second, qu'on n'est jamais sûr d'eux. Ils dorment tous profondément, ou prétendent le faire, et qu'une voile claque, ils sautent sur leurs pieds et tombent sur vous à coups de corde. Aussi Keola approchait-il tout doucement, en gardant le vent arrière. Bientôt la terre fut si proche que le bruit des vagues sur la côte devint très violent. À ce moment, le second s'assit brusquement sur la dunette. « Qu'est-ce qu'il fait là » hurla-t-il. « Il va nous jeter à la côte !» Il ne fit qu'un bond vers Keola, et Keola en fit un autre par-dessus la lisse et plongea dans la mer étincelante. Quand il remonta sur l'eau, la goélette avait repris la bonne route, le second était lui-même à la roue, et Keola l'entendait jurer et tempêter. La mer était calme sous le vent de l'île. D'ailleurs il faisait chaud, et Keola avait son couteau de matelot de sorte qu'il ne craignait pas les requins. À un endroit devant lui, les arbres cessaient. Une brèche dans la ligne de terre indiquait l'ouverture d'un arbre, et la marée qui montait le prit et l'y porta. Il était sauvé maintenant, nageant dans une eau large et peu profonde, brillante de milliers d'étoiles, et tout autour de lui le cercle de la terre ferme avec ses lignes de palmiers. Il était plein d'étonnement, car c'était une espèce d'île dont il n'avait jamais entendu parler. Le temps que Keola passa dans cet endroit se divise en deux périodes, celle pendant laquelle il fut seul et celle où il vécut avec la tribu. D'abord il chercha partout et ne trouva personne, seulement quelques maisons formant hameaux et des marques de feu. Mais les cendres en étaient froides et la pluie les avait lavées. Les vents avaient soufflé et quelques-unes des huttes étaient renversées. Ce fut là qu'il établit sa demeure et il creusa un trou pour faire du feu, fabriqua un hameçon avec une coquille, pêcha et fit cuire son poisson, grimpa aux arbres pour cueillir des noix de coco vertes dont il but le jus, car dans toute l'île il n'y avait pas d'eau. Les jours lui paraissaient longs et les nuits terrifiantes. Il fit une lampe de l'écorce d'une noix de coco, il tira l'huile des noix mûres et fit une mèche de fibres, et quand le soir venait, il fermait sa cabane, allumait sa lampe, se couchait et tremblait jusqu'au matin. Bien des fois il se dit qu'il aurait été mieux au fond de la mer, ses eaux roulant avec les autres. Pendant tout ce temps, il resta dans l'intérieur de l'île, car les huttes étaient situées sur les bords de la lagune. C'était là que les palmiers poussaient le mieux, et la lagune elle-même abondait en excellents poissons. Il n'alla qu'une seule fois sur la côte opposée, et vit cette seule fois la plage de l'océan et s'en revint en tremblant, car son aspect, avec ce sable brillant, ses coquilles disséminées, l'ardent soleil et les vagues, lui donnait de sinistres pressentiments. Cela ne se peut pas, pensait-il, et pourtant cela y ressemble fort. Comment pourrais-je le savoir? Ces hommes blancs, quoiqu'ils prétendent savoir où ils vont, doivent courir la chance comme les autres, de sorte qu'après tout, nous pouvons avoir navigué dans un cercle, et je puis être tout auprès de Molokai, et ceci est peut-être l'endroit même où mon beau-père vient ramasser ses dollars. Cette idée le rendit très circonspect, et il demeura dans l'intérieur.
Environ un mois plus tard, les habitants de l'endroit arrivèrent, emplissant 6 grands bateaux. C'était une belle race d'hommes parlant une langue qui sonnait très différemment du langage d'Hawaï, mais tant de mots étaient les mêmes qu'il n'était pas difficile de la comprendre. Les hommes étaient très courtois et les femmes très dociles. Ils souhaitèrent la bienvenue à Keola, lui construisirent une maison, lui donnèrent une femme, et ce qui le surprit le plus, il ne fut jamais envoyé travailler avec les jeunes gens. Alors Keola eut 3 périodes. Premièrement, il eut une période de grande tristesse, puis il éprouva une certaine joie. Enfin vint la dernière, pendant laquelle il fut l'homme le plus terrifié des 4 océans. La tristesse de la première période eut pour cause la jeune fille qu'il eut pour femme. Il pouvait avoir des doutes sur l'île, il pouvait douter du langage dont il n'avait entendu que peu de mots quand il était venu sur le tapis avec le sorcier. Mais sur sa femme, il ne pouvait y avoir aucune erreur, car c'était la même qui s'enfuit et disparut dans le bois en criant. Ainsi, il avait navigué tout ce chemin quand il aurait aussi bien pu rester à Molokai. Il avait renoncé à son foyer, à sa femme et à tous ses amis dans l'unique but d'échapper à son ennemi, et l'endroit où il était venu était celui où le sorcier faisait sa chasse et la plage même où il se promenait invisible. Ce fut pendant cette période qu'il resta le plus près possible de la lagune et autant qu'il l'osa à l'abri dans sa hutte. Pendant la seconde période, la cause de sa joie fut ce qu'il entendit dire par sa femme et les principaux des insulaires. Keola lui-même parlait peu. Il ne fut jamais très sûr de ses nouveaux amis, car il les trouvait trop polis pour être sincères, et depuis qu'il avait fait ample connaissance avec son beau-père, il était devenu plus prudent. Aussi, il ne leur apprit rien sur lui-même, leur disant seulement son nom et sa descendance, puis aussi qu'il venait des 8 îles, et quelles belles îles c'étaient, et il parla du palais du roi à Honolulu, et leur confia qu'il était un ami du roi et des missionnaires. Mais il posa beaucoup de questions et apprit beaucoup de choses. L'île où il était s'appelait l'île des Voix. Elle appartenait à la tribu, mais ils habitaient sur une autre, à 3 heures de voile vers le nord. Là, ils vivaient et avaient leur demeure habituelle, et c'était une île riche où il y avait des œufs, des poulets et des cochons, et les vaisseaux venaient y faire commerce de rhum et de tabac. C'était là que la goélette était allée après que Keola avait déserté. Là aussi le second était mort comme un sot de blanc qu'il était. Il semble que lors de l'arrivée du vaisseau, c'était le commencement de la saison des maladies dans cette île, époque où les poissons de la lagune deviennent venimeux, si bien que tous ceux qui en mangent enflent et meurent. Le second fut prévenu du fait. Il vit les bateaux se préparer parce que pendant cette saison, le peuple abandonne l'île et fait voile vers l'île des Voix. Mais il était un sot de blanc qui ne veut croire d'autres histoires que les siennes. Il prit un de ces poissons, le fit cuire, le mangea, enfla et mourut, ce qui était une bonne nouvelle pour Keola. Quant à l'île des Voix, elle restait inhabitée la plus grande partie de l'année. Seul, de temps en temps, l'équipage d'un navire venait y recueillir du copra, et dans la mauvaise saison, quand le poisson de l'île principale devenait venimeux, la tribu vivait là encore. Cette île tirait son nom d'un prodige, car il semblait que le rivage de la mer fût peuplé d'une foule de diables invisibles. Jour et nuit, on les entendait parler entre eux dans des langues étranges. Jour et nuit, de petits feux flambaient puis s'éteignaient sur le sable, et nul homme ne pouvait concevoir la cause de tout cela. Keola demanda si c'était la même chose dans l'île où il demeurait habituellement, et ils lui dirent que non, ni là, ni dans aucune autre des quelques centaines d'îles qui étaient autour d'eux dans cette mer. C'était un phénomène particulier à l'île des Voix. Ils lui dirent aussi que ces feux et ces voix étaient toujours sur le bord de la mer et à la lisière du bois, qu'un homme pourrait habiter auprès de la lagune pendant 2000 ans, s'il pouvait vivre aussi longtemps, et n'être jamais ni en aucune façon dérangé. Même sur la plage, les diables ne faisaient aucun mal si on les laissait tranquilles. Une fois seulement, un chef avait lancé une sagaie à l'une des voies, et la même nuit il tomba d'un cocotier et fut tué. Tout cela donna beaucoup à penser à Keola. Il se disait qu'il n'aurait plus rien à craindre quand la tribu retournerait dans son île principale, et serait assez en sûreté où il était, s'il ne s'éloignait pas de la lagune.
Cependant, il avait dans l'idée d'améliorer encore les choses s'il le pouvait. Aussi, il conta au grand chef qu'il avait été une fois dans une île harcelé de la même façon et que les gens avaient trouvé le moyen de remédier à ce tourment. Il y avait là un arbre qui poussait dans les fourrés, dit-il, et les diables venaient, semblait-il, pour en cueillir les feuilles. Aussi les gens de l'île abattirent l'arbre partout où ils le trouvèrent, et les diables ne vinrent plus. Ils lui demandèrent quelle espèce d'arbre c'était, et il leur montra l'arbre dont Kalamake brûlait les feuilles. Ils trouvèrent la chose difficile à croire, mais cependant cette idée les poursuivit. Nuit après nuit, les vieillards discutèrent dans leurs conseils, mais le grand chef, quoiqu'il fût un homme vaillant, éprouvait quelque frayeur, et leur rappelait journellement le chef qui avait jeté sa lance contre les bois et avait été tué, et cette pensée les faisait tous hésiter. Bien qu'il ne pût réussir à faire abattre les arbres, Keola s'estimait assez satisfait et commençait à regarder autour de lui, prenant plaisir dans ses jours. Entre autres choses, il fut meilleur pour sa femme, de sorte qu'elle commença à l'aimer beaucoup. Un jour, en rentrant à la hutte, il la trouva étendue par terre, se lamentant. « Eh bien, dit Keola, qu'avez-vous donc ?» Elle lui répondit que ce n'était rien. La même nuit, elle l'éveilla. La lampe éclairait à peine, mais il vit à sa mine qu'elle avait du chagrin. « Keola, dit-elle, mettez votre oreille près de ma bouche, que je vous parle tout bas, car personne ne doit nous entendre. 2 jours avant que les bateaux ne soient prêts à partir, allez au bord de la mer et cachez-vous dans un fourré. Nous choisirons la place d'avance, vous et moi. Nous y cacherons des vivres, et chaque nuit je viendrai auprès en chantant. Quand une nuit viendra que vous ne m'entendrez pas, vous saurez que nous avons quitté l'île, et vous pourrez être de nouveau en sûreté. » Le cœur de Keola lui manqua. « Qu'est-ce ceci ?» s'écria-t-il. « Je ne peux pas vivre parmi les démons. Je ne veux pas être laissé derrière vous sur cette île. Je meurs d'envie de la quitter. »« Vous ne la quitterez jamais vivant, mon pauvre Keola, » dit la jeune femme, « car pour vous dire la vérité, mon peuple est mangeur d'hommes, mais c'est là leur secret. La raison pour laquelle ils veulent vous tuer avant que nous partions, c'est que dans notre île viennent des vaisseaux, et Donat Kimaran vient parler au nom des Français. Il y a aussi un marchand blanc dans une maison avec une véranda et un catéchiste. Oh, c'est vraiment un bel endroit. Le marchand a des barils remplis de farine, et un navire de guerre français s'avança une fois dans la lagune et donna à tous du vin et des biscuits. Ah, mon pauvre Keola, je souhaiterais pouvoir vous emmener là-bas, car mon amour pour vous est grand, et c'est le plus bel endroit dans les mers, excepté Papeete. » C'est alors que Keola fut l'homme le plus terrifié des 4 océans. Il avait entendu parler de mangeurs d'hommes dans les îles du Sud, et la chose lui avait toujours fait peur. Mais à présent voilà qu'il se trouvait en leur pouvoir. De plus, il avait entendu des voyageurs narrer leurs coutumes et de quelle façon, quand ils ont dans l'idée de manger un homme, ils le soignent et le caressent comme une mère fait d'un bébé préféré. Il vit que tel devait être son propre cas. C'est pour cette raison qu'il avait été logé, nourri, marié et dispensé de tout travail, que les vieillards et les chefs discouraient avec lui comme avec une personne de poids. Alors il s'étendit sur son lit et se déchaîna contre son destin, et sa chair se glaçait sur ses os. Le jour suivant, les gens de la tribu furent très polis, comme à leur ordinaire. Ils étaient beaux parleurs, faisaient d'élégantes poésies et plaisantaient au repas, tellement qu'un missionnaire en serait mort de rire. Keola se soucia assez peu de leurs belles manières. Tout ce qu'il vit, ce fut les rangées de dents blanches, brillant dans leur bouche. À cette vue, sa gorge se serra, et après le repas, il s'en alla s'étendre dans les buissons comme un homme mort. Le jour suivant, il fit de même, mais alors sa femme le suivit. « Keola, si vous ne mangez pas, je vous dis franchement que vous serez tué et cuit demain. » Quelques-uns des vieux chefs murmurent déjà. Ils disent que vous tombez malade et perdez votre chair. Sur ce, Keola sauta sur ses pieds, rempli de colère. « Peu m'importe d'une manière ou d'une autre, dit-il. Je suis entre le diable et la mer profonde, puisque je dois mourir, que ce soit par le moyen le plus prompt, et puisqu'au mieux je dois être mangé, j'aime autant être mangé par des démons que par des hommes. Adieu,
dit-il, en la plantant là, et il se dirigea vers la côte de l'île. Tout était aride sous l'ardent soleil. Il n'y avait aucune trace d'homme. Et pourtant on marchait sur la plage et tout autour de lui tandis qu'il avançait, les voix parlaient et chuchotaient et les petits feux s'allumaient et brûlaient. On entendait là toutes les langues de la terre, le français, le hollandais, le russe, le tamoul, le chinois. Toute contrée où la sorcellerie était connue avec quelques représentants dont les murmures bourdonnaient aux oreilles de Keola. Cette plage était aussi populeuse qu'une foire à la criée. Cependant, nul homme n'y était visible, et tout en marchant, il voyait les coquilles disparaître, et nul ne semblait les ramasser. Je crois que le diable lui-même aurait eu peur de se trouver seul dans une pareille compagnie, mais Keola, maintenant, était au-dessus de la crainte et courtisait la mort. Quand les feux s'élevaient, il se jetait dessus comme un taureau. Des voix sans corps appelaient çà et là. Des mains invisibles jetaient du sable sur les flammes, et les feux disparaissaient avant qu'il ait pu les atteindre. « À coup sûr Kalamake n'est point ici, » pensa-t-il, « sans cela je serais tué depuis longtemps. » Alors il s'assit à la lisière du bois, car il était fatigué, et posa son manteau dans sa main. La besogne devant ses yeux continua. Sur la plage babillaient les voix, et les foyers s'élevaient et s'éteignaient, et les coquilles disparaissaient sans cesse renouvelées sous ses yeux mêmes. C'était un jour secondaire, quand je suis venu ici la première fois, se disait-il, car ce n'était rien auprès d'aujourd'hui. Il était tout étourdi en pensant à ces millions et millions de dollars, et à ces centaines et centaines de gens les cueillant sur la berge et s'envolant dans les airs plus haut et plus vite que des aigles. « Et pensez combien on s'est moqué de moi avec ces histoires de monnaie, » se dit-il, tandis que l'argent se fait ici et qu'il est clair que toutes les monnaies du monde sont ramassées sur ces sables. Mais je serai plus savant la prochaine fois. Enfin, sans qu'il sût trop ni comment ni quand, le sommeil s'empara de lui et lui fit oublier l'île et ses tourments. Le matin suivant, avant le lever du soleil, un remue-ménage l'éveilla. Il se dressa, épouvanté, pensant que la tribu avait mis la main sur lui pendant son sommeil, mais ce n'était pas cela. Seulement, sur la plage, les voix sans corps s'interpellaient bruyamment. Il lui sembla qu'elles passaient à côté de lui et se précipitaient, escaladant la côte de l'île. « Qu'est-ce qui se passe à présent ?» pensa Keola. Il était clair pour lui qu'il se produisait quelque chose de peu ordinaire, car les feux n'étaient pas allumés ni les coquilles ramassées, mais les voix sans corps continuaient à courir sur la plage, se hélant et mourant au loin. D'autres suivaient, et leur ton indiquait que les sorciers devaient être furieux. « Ce n'est pas contre moi qu'ils sont en colère, » se dit Keola, « car ils semblent ne pas me voir. » Comme des chiens ou des chevaux de course se suivent, comme des citadins courant au feu auquel tous se joignent, ainsi, sans savoir ni ce qu'ils faisaient ni pourquoi ils le faisaient, Keola se mit à courir à la poursuite des voix. De cette manière, il tourna un point de l'île qui le mit en vue d'un autre, où il se souvint que les arbres des sorciers poussaient par groupes dans un bois. De cet endroit s'élevait un vacarme indescriptible de gens hurlant, et d'après ce bruit, il reconnut que ceux avec lesquels il courait allaient de ce même côté. En approchant, il entendit se mêler à ce tapage le bruit de plusieurs haches. Ceci lui fit croire que le grand chef avait enfin cédé, que les hommes de la tribu abattaient les arbres, que de sorcier à sorcier la nouvelle s'était répandue dans l'île et que ceux-ci accouraient pour défendre leurs arbres. Un désir de choses étranges passa en lui. Il courut avec les voix, traversa la plage, parvint à la lisière du bois et demeura stupéfait. Un arbre était tombé, d'autres étaient à moitié coupés. Toute la tribu était là. Dos à dos, les hommes se défendaient, des corps gisaient à terre et le sang coulait à leurs pieds. La pâleur de l'effroi était sur toutes les faces, les voix montaient au ciel, aiguës comme des cris de belettes. Avez-vous vu un enfant quand, tout seul, avec un sabre de bois, il combat, se démenant, brandissant son arme à travers l'air vide? C'est ainsi que les mangeurs d'hommes, pêle-mêle et dos à dos, soulevaient leurs haches et les abaissaient en poussant de grands cris, alors que, chose stupéfiante, nul adversaire ne luttait avec eux. Seulement, çà et là,
Keola voyait une hache qu'aucune main ne tenait aussi sur eux, et de temps en temps un homme de la tribu s'affaissait sous le coup, pourfendu ou tranché en deux, et son âme s'enfuyait en hurlant. Pendant un moment, Keola contempla ce prodige comme quelqu'un qui rêve, puis, au plus fort de la bataille, la peur le prit, aussi aiguë que la mort, de ce qu'il voyait de pareilles choses. À cet instant, le grand chef l'aperçut debout et le montrant l'appela par son nom. Toute la tribu le vit aussi, et leurs yeux flamboyèrent et leurs dents grincèrent. « Il ne fait pas bon s'attarder ici, » pensa Keola, et il s'enfuit plus loin, hors du bois, et descendit le rivage, peu lui importait dans quelle direction. « Keola !» murmura une voix près de lui sur le sable vide. « Lewa, est-ce vous ?» cria-t-il, haletant, et la cherchant en vain, mais ses yeux lui disaient qu'il était absolument seul. « Je vous ai vu passer déjà, » répondit la voix, « mais vous ne m'avez pas entendu. Vite, ramassez les feuilles et les herbes et soyons libres. »« Vous êtes là avec la natte ?» demanda-t-il. « Ici, à côté de vous, » dit-elle, en passant ses bras à son cou. « Vite, les feuilles et les herbes, avant que mon père ne revienne. » Aussi Keola courut-il, pour son salut, chercher le combustible magique, et Lewa le guida pour revenir et lui fit mettre le pied sur le tapis. Tout le temps que le feu brûla, le tumulte de la bataille leur parvenait à travers le bois. Les sorciers et les mangeurs d'hommes se battaient avec acharnement, les sorciers, invisibles, hurlant aussi fort que des taureaux sur une montagne, et les hommes de la tribu répliquant par des cris aigus et sauvages, exprimant tout l'effroi de leurs âmes. Pendant que le feu se consumait, Keola resta debout, attentif, tremblant et regardant les mains invisibles de Lewa jetant les feuilles dans les flammes. Elle les entassait hâtivement, la flamme montait très haut et grillait les mains de Keola, et Lewa activait et soufflait le feu de son haleine. La dernière feuille fut dévorée, la flamme tomba, le choc s'ensuivit, et Keola et Lewa se retrouvèrent chez eux, dans leur chambre. Quand Keola put enfin voir sa femme, il fut extrêmement heureux, et il éprouva un égal bonheur d'être assis chez lui, devant un bol de poi, car on ne faisait pas de poi à bord des vaisseaux, et il n'y en avait pas dans l'île des Voix. Il était transporté de plaisir de s'être échappé sain et sauf des mains des mangeurs d'hommes. Mais il y avait une chose moins agréable, dont Lewa et Keola s'entretinrent toute la nuit et qui les troublait fort. C'était Kalamake abandonné dans l'île. Si, par la grâce de Dieu, il pouvait seulement y rester, tout irait bien. Mais s'il s'échappait et revenait à Molokai, sa fille et son mari passeraient un mauvais quart d'heure. Ils parlèrent du don qu'il avait de se grandir, et se demandèrent s'ils pourraient franchir à gué cette distance d'océan. Mais Keola savait maintenant où était située l'île. Elle se trouvait dans l'archipel bas ou dangereux. Ils allèrent chercher un atlas et supputèrent la distance sur la carte, et d'après ce qu'ils purent y voir, cela leur parut un bien long chemin à parcourir à pied pour un vieux diable. Pourtant, on ne pouvait être trop prudent avec un sorcier comme Kalamake, et ils se déterminèrent à prendre conseil d'un missionnaire blanc. Aussi, au premier qui vint, Keola conta toute l'histoire et le missionnaire lui fit de grands reproches, parce qu'il avait pris une seconde femme dans l'île basse, mais quant au reste, il avoua qu'il n'en pouvait tirer tête ni queue. « Cependant, dit-il, si vous pensez que cet argent de votre père est mal acquis, mon avis est que vous le donniez parti aux lépreux et parti au fond des missions. Quant à ces extraordinaires abachages, ce que vous avez de mieux à faire est de les garder pour vous. » Mais il prévint la police de Honolulu que, d'après ce qu'il pouvait comprendre, Kalamake et Keola avaient fabriqué de la fausse monnaie et qu'il ne serait pas mauvais d'avoir l'œil sur eux. Keola et Lewa suivirent ses conseils. Ils donnèrent une bonne quantité de dollars aux lépreux et au fond des missions, et il faut croire que la vie était bon, car depuis lors on n'entendit plus jamais parler de Kalamake. Mais fut-il tué dans la bataille auprès des arbres, ou est-il encore à croquer le marmot dans l'île des Voix? Qui le dira? Ainsi s'achève L'île des Voix de Robert Louis Stevenson.